En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Philippe de Villiers, l'écrivain et fondateur du Puy du Fou. Viendra nous parler de son nouveau livre, La valse de l'adieu, qui paraît aux éditions Plomb. Un roman historique plein de souffle où l'on croise notamment Napoléon et Chopin. Soutien d'Éric Zemmour, il évoquera également avec nous la campagne présidentielle et les grands enjeux pour l'avenir du pays. Face à la folie déconstructrice des woke, faut-il renouer avec le roman national? Comment expliquer la chute d'Éric Zemmour après sa spectaculaire ascension? Les souverainistes se sont-ils égarés avec Vladimir Poutine? La crise énergétique qui se profile leur donne-t-elle malgré tout raison sur bien des points? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de Philippe de Villiers en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On est très heureux de vous recevoir pour parler notamment de votre nouveau livre, La valse de l'adieu aux éditions Plomb. Vous nous rassurez, c'est pas un livre pour votre tournée d'adieu, Philippe de Villiers? Non, c'est le titre d'une œuvre de Chopin. Et donc, tout à fait, on croise Chopin d'ailleurs dans votre livre. Il y a des gens qui croient que la couverture c'est moi. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question sous forme de boutade. Mais donc l'adieu n'est pas pour tout de suite. Effectivement, vous l'avez dit, on croise Chopin, mais on croise également Napoléon. C'est un roman historique qui a du souffle. L'histoire, ça reste votre grande passion, Philippe de Villiers? Oui, et enfin, en l'occurrence, je porte cette histoire en moi depuis l'enfance. Je peux vous raconter pourquoi. Allez-y, vous êtes là pour ça. On a tout notre temps. Quand j'étais enfant, ma mère et mon père, lorsqu'ils nous emmenaient avec mes frères et sœurs au Mont des Alouettes, au lieu historique de la Vendée, on s'arrêtait aux 4 chemins de Loire, c'est un carrefour célèbre en Vendée. Et à chaque fois qu'on traversait ce carrefour, pour aller au Mont des Alouettes, mon père ou ma mère nous racontait toujours la même histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Et il nous disait ceci, voilà, c'est là que, imaginez la berline qui s'arrête, et il y a l'empereur qui descend, au milieu des 4 chemins, et qui va vers un alignement de Vendéens, blancs et bleus, qui ont été choisis pour avoir participé à la guerre de Vendée. Napoléon, en fait, a tenu à venir en Vendée pour panser les plaies de ce peuple qui a été exterminé, et aussi pour aller visiter sa capitale, la capitale de la Vendée, qui est sa capitale à lui, puisqu'elle s'appelle Napoléon. Le créateur Napoléon vient visiter sa créature Napoléon. Et donc, aux 4 chemins, il s'avance vers un alignement, et il tombe sur un hussard, à la voix fluette, et il dit, vous faisiez quoi pendant la guerre de Vendée? Il dit, sire, d'abord, mais vous êtes une jeune fille, pourquoi cette tenue de hussard? Il dit, je l'ai empruntée à un hussard. Il comprend, il sourit, il comprend qu'elle a tué un hussard. Et la jeune fille qui s'appelle Louise Rogrenil, après avoir donné son nom, lui répond, avec des yeux de feu, Monsieur l'empereur, j'étais blanche. L'empereur a un léger mouvement de recul pour qu'on ne perçoive pas l'esquisse de son sourire. Puis il s'adresse au voisin, ceint d'une écharpe. Il dit, vous êtes le maire? Oui. Oui, sire. Vous êtes... c'est votre administré? Non, c'est ma sœur. Ah, vous êtes le frère. Alors vous faisiez quoi pendant la guerre de Vendée? Hésitation, et le maire qui s'appelle Jean Rogrenil, qui est maire et luthier de profession, qui a l'oreille absolue, qui est très connu dans la région, qui est admiré, répond, après avoir hésité, sire, j'étais neutre. Quoi? Vous n'étiez qu'un Jean Foutre. L'empereur n'aime pas les neutres. Et à partir de cet instant, tout bascule. Cette histoire est absolument authentique. Il n'aime pas les neutres et il n'aime pas les pleutres, d'une certaine manière. Il n'aime pas les neutres, il n'aime pas les pleutres. Et à partir de cet instant, tout autour de Jean Rogrenil,
tout s'organise différemment. C'est la grande bascule, c'est-à-dire qu'il perd son nom, il garde son prénom, Jean, mais tout le monde dit « Ah, l'empereur l'a appelé le Jean Foutre », et tout le monde l'appelle le Jean Foutre. Et là, il va perdre sa mairie, il va perdre sa lutherie, il va perdre son atelier de ménestrie, etc. Et il va être sauvé parce qu'il a l'oreille absolue, qu'il va inventer un instrument qui va lui permettre un jour de rencontrer Chopin. Cette histoire est authentique. On me prête souvent trop d'imagination. Je ne fais que réinventer la réalité. Imprimer la légende, oui. Comme disait John Ford, voilà. Notamment. Ouais. Et donc, vous imprimez la légende, mais vous racontez aussi tout simplement l'histoire de France, puisque avant cette valse de l'adieu, vous aviez fait le roman de Saint-Louis, le mystère Clovis, le roman de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous avez finalement l'ambition de raconter votre roman national, Philippe de Villiers? Alors, chacun raconte son roman national à sa manière. Moi, je ne suis pas historien. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les vrais historiens, les Jean Sévillat, les Christian Petit-Fils, les Michel de Gégère, etc. Et il m'impressionne, il me fascine. Bon, moi, c'est pas mon métier. Mais j'aime raconter des histoires et à la première personne. Donc, par exemple, j'ai écrit Jeanne d'Arc à la première personne. Et là, j'écris à la première personne. Je me mets dans la peau de mon héros, Jean Ogrenil, le fameux Jean Foutre. Le fameux Jean Foutre, oui. Ouais, et qui traverse 5 régimes, etc. Et de toute façon, je vais vous dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, je leur donne un conseil. Lisez l'histoire de France, cultivez l'histoire de France, parce que ça sera une deuxième vie pour vous. En fait, dans sa propre vie, on rencontre des neutres, on rencontre des pleutres, on rencontre des fards, on rencontre des vaniteux, on rencontre des belles âmes, on rencontre des purs, etc. Et dans l'autre vie, la grande histoire, c'est la même chose. Et aujourd'hui, pourquoi j'écris? Pour combler un vide. J'écris à la première personne pour donner à mes personnages du relief et de l'humanité, pour combler un vide. Pourquoi? Parce que en mai 68, le roman national a pris un cocktail Molotov tiré depuis la Sorbonne, et l'histoire a été livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. On a tué l'épopée, on a transformé les historiens en médecins légistes, alors il n'y a même plus de chronologie, et surtout on se méfie de toute forme de légendaire, et donc on raconte une histoire spectrale, on dissèque un cadavre. Voilà. Et donc, moi, je veux faire l'inverse, je fais l'inverse dans mes activités, et mes succès éditoriaux m'engagent à continuer, et j'ai envie de continuer. Oui, une histoire charnelle, finalement, que vous racontez, mais beaucoup vous reprochent, justement, d'inventer ou de ne pas être fidèle à l'histoire. Qu'est-ce que vous leur répondez, Philippe? Le roman national, qui a été inventé par Ernest Lavis après 1870, était un récit légendé. C'est-à-dire que quand vous parlez des mousquetaires ou du baptistère, que vous voyez passer la colombe qui entre dans la cathédrale de Reims, vous ne savez plus très bien aujourd'hui la part du vrai, la part du faux, la part de la légende. Quand vous lisez Joinville qui raconte Saint-Louis ou Grégoire de Tours qui raconte Clovis, il y a forcément une part de tradition orale. Et il y a cette part de légende qui est le sucre de la vie, qui est le sel de la vie. Et moi, ce que je réponds, c'est la chose suivante. Il y a une phrase, je crois, c'est Cocteau qui dit « L'histoire, c'est du faux qui s'incarne. La légende, c'est du vrai qui se déforme. » Voilà. Et quand aujourd'hui, on parle de Dumas, on parle de Hugo, on parle de ces gens, de ces grands écrivains qui font aimer la France. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas un scientifique, je suis un amoureux de la France. Et je constate, et vous le savez très bien, vous, Alexandre Devecchio, une nation, c'est un lien amoureux. Et si on ne refait pas un peuple amoureux, eh bien, les jeunes Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas l'être. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit rien de notre patrimoine, de notre passé prestigieux et de nos saints, de nos héros, de nos bravoures, etc. Et donc, si on ne leur propose pas nos vies sacrificielles, nos héros, nos saints et nos gloires, ils vont chercher d'autres gloires, d'autres héros, d'autres bravoures, d'autres vies sacrificielles. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on est en train de laisser s'installer dans le vide sidéral que nous avons aménagé
une autre civilisation que la nôtre. On en parlera justement parce que non seulement on leur fait pas partager notre histoire, mais peut-être en plus on déconstruit notre propre histoire. Ce sera la suite de notre conversation après la pause sur Sud Radio en toute vérité. En tout cas, on est très heureux de vous avoir, Philippe de Villiers. On se retrouve après. Et moi, je suis très heureux pause. d'être à Sud Radio. Merci Philippe. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Philippe de Villiers qui vient nous parler de son nouveau roman historique, La valse de l'adieu aux éditions Plomb. On parlait avant la pause avec Philippe de Villiers du roman national. Il nous disait à quel point il était nécessaire de faire aimer notamment la France aux jeunes générations. Est-ce que finalement votre œuvre littéraire, mais aussi votre œuvre à travers le Puy du Fou, c'est un antidote à ce qu'on pourrait appeler le wokisme aujourd'hui, cette volonté de déconstruire la société et en particulier l'histoire de France? Ce que je constate, c'est que pendant toute une période, après mai 68, on a considéré, les hommes politiques, beaucoup de responsables de l'éducation nationale, beaucoup de formateurs, beaucoup d'éducateurs, ont considéré que l'évangile des droits de l'homme suffirait à former des Français et à leur donner une conscience civique. On s'est aperçu que l'évangile des droits de l'homme a dérivé. C'est devenu... D'abord, il y avait les droits de l'homme, les citoyens, il n'y a plus le citoyen. Et puis, c'est l'homme capricieux. Et maintenant, c'est parent 1, parent 2, parent 3, parent LGBT, etc. Alors, vous faites allusion au wokisme. Le wokisme, c'est une religion, comme l'a dit Jean-François Bronstein dans un livre intitulé « La religion woke ». Mais c'est plus que ça, c'est une nouvelle menace totalitaire. Pour le wokisme, le fait d'être français, je cite Bronstein, il dit « Un homme, vous allez voir Alexandre Devecchio, vous allez cocher les cases pour vous. Un homme blanc, occidental, hétérosexuel, forcément sexiste et raciste, vous n'avez qu'un seul destin, la repentance. » On est sorti d'une époque qui était marquée par le péché original, la civilisation chrétienne, où quand on était raciste, on pouvait se racheter, cesser de l'être. Là, c'est fini avec le wokisme. On est raciste par essence. Ça s'appelle le privilège blanc. C'est une situation, une prédétermination biologique. Et donc, en fait, pour cette religion, il y a un paradis et un enfer. Vont au paradis les racisés, ceux qui ne sont pas blancs, et les intersectionnels, c'est-à-dire ceux qui fédèrent toutes les luttes, néo-féministes, LGBT, etc. Aux portes de l'enfer, vous avez une file d'attente. Ce sont les blancs, occidentaux, ceux qui ont le privilège blanc. Bon. Alors certains d'entre eux s'excusent, comme aux États-Unis, dans les universités. Mais ça ne suffit pas, parce qu'ils sont forcément les héritiers du colonialisme et donc du racisme. Et donc il n'y a qu'une solution, en fait, à terme. Débarrasser le terrain, débarrasser l'hexagone. J'appelle ça un génocide. C'est-à-dire que le peuple français va se faire génocider. On n'est pas, les woke n'utilisent pas les armes pour le moment. Il n'y a pas de. Alors ils utilisent beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. J'ai entendu de mes oreilles à plusieurs reprises Pierre Chaunu, François Furet, qui reprenaient le mot de Braudel, Jacques Dupaquier, le grand démographe. Tous disent l'histoire, point d'interrogation, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'en fait, nous assistons là à un basculement démographique et un basculement civilisationnel. On va être très précis. Il y a des conquérants et il y a des collabos. Il faut que les gens qui nous écoutent réfléchissent à ce que je suis en train de dire. Des conquérants, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont nous imposer leur civilisation. Il se trouve que la balance démographique est de plus en plus défavorable, ça se voit à l'œil nu. Il suffit de voir le taux de fécondité
sur le territoire français pour comprendre qu'à terme, la messe est dite, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà pour le basculement démographique. Après, il y a le basculement de civilisation. Quand on voit ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en France, d'un côté le voile en Iran, combattu, qui est un instrument de soumission, soumission du corps des femmes, et en France, un instrument d'émancipation, qui est un marqueur de la liberté. Je vous donne un exemple que je connais bien. Je regarde, j'écoute Sud Radio et j'entends qu'à Stein, il y a le maire et le conseil municipal qui ont donné une rue à la femme du prophète. Au même moment, la cour d'appel de Nantes demande à mon ami le maire des Sables, Yannick Moreau, remarquable maire et courageux, de déplacer la statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel. Saint-Michel, archange. Saint-Michel, le mont Saint-Michel. Saint-Michel, c'est pas simplement cultuel, c'est culturel, c'est la France. Bien sûr. En outre, on rappelle que c'était devant le parvis d'une église. Donc, voilà. Alors, en fait, là, on est devant un basculement de civilisation. Et c'est-à-dire que si les choses continuent, alors par exemple, on s'en prend à la corrida, mais on s'en prend pas aux abattoirs halal. On s'en prend pas à la manière. Il y a 2 poids 2 mesures. Vous nous dites, Philippe de Villiers. Pour revenir au wokisme. Attendez, mais j'ai parlé des conquérants. Je voulais juste terminer. Pardon. Il y a aussi les collabos. Faut pas les oublier, ceux-là. Ils m'en voudraient de les oublier. Alors les collabos, c'est les maires qui achètent des voies avec des mosquées. Ils sont de plus en plus nombreux. Regardez ce qui se passe à Strasbourg. Les collabos, c'est les islamo-gauchistes qui, au nom du progrès, veulent voiler les femmes. Les collabos, c'est le grand déménageur du territoire qui veut refaire ce que Ceausescu avait fait en Roumanie, Emmanuel Macron. Parce que quand Emmanuel Macron propose... collabo, vous l'avez reçu au Puy du Fou, vous n'y alliez pas un peu fort en le traitant de collabo, Emmanuel Macron? C'est pas moi qui ai changé. Hein. Lui, quand il est arrivé au Puy du Fou, il m'a dit: je viens ici chercher l'écho des tendresses françaises. Bon, là, il vient chercher l'écho des tendresses islamiques. Bon, il veut installer en France. Attendez, mais c'est même incroyable que personne ne bouge. Il a dit qu'on allait installer dans nos campagnes des colonies immigrées pour repeupler la France. Alors, bonjour le Vendéistan, le Corrézistan. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe en ville aujourd'hui avec les quartiers, on va avoir le crack. On va délocaliser la banlieue à la campagne. Le crack à Tulle, voilà, et à La Roche-sur-Yon, voilà. C'est-à-dire qu'on va étendre le problème. Bon, et pourquoi je dis collabo? Parce que en fait, c'est un non-dit. Qu'est-ce que veut dire Macron? Il veut dire c'est inéluctable. Le changement de population est inéluctable. Et c'est pourquoi je parle du génocide. Et génocide et mémoricide, parce que la désaffiliation des jeunes Français, aujourd'hui, elle est flagrante. Vous savez, 80% de mes lecteurs sont des jeunes de moins de 20 ans. 80%. Bon, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle génération, ça c'est mon espoir, qui dit ça suffit maintenant, on veut redécouvrir la France qu'on nous a interdite, et on veut... nous sommes des âmes appelantes, des âmes suppliantes, on veut, rendez-nous la France, rendez-nous la France. La France est un acte d'amour, nous voulons connaître le jardin de paradis. Nous voulons, nous aussi, connaître le jardin de paradis. C'est ça qu'ils me disent, moi, en me lisant. Et donc, en fait, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est de rétablir le limes, le rempart, pour dire ça suffit, on n'a pas vocation à recueillir toute la planète, et ensuite de protéger la maison. Le rempart, la maison. Parce qu'aujourd'hui, les Français ne savent plus où ils habitent. Et regardez ce qui s'est passé en Italie, c'est exactement la même chose, et on aura probablement un jour les mêmes résultats. On parlera des élections italiennes tout à l'heure. Alors je vous laisse libre du mot génocide, mais quand même, le génocide s'opère par la violence. Philippe de Villiers, vous avez parlé des nouvelles générations. On parlait du wokisme, j'aimerais parler de l'école peut-être avec vous. On a un ministre de l'Éducation nationale qui veut lutter contre les
stéréotypes de genre. Est-ce que ça vous paraît une lutte utile contre les préjugés, ou est-ce que vous croyez justement que c'est le wokisme qui arrive à l'école et à l'éducation nationale? Alors, le wokisme dit deux choses. Il dit, pour la race, vous ne pouvez pas choisir. Si vous êtes racisé, vous êtes au paradis. Si vous êtes blanc, vous êtes en enfer. Par contre, pour le genre, vous pouvez choisir. C'est le contraire. Vous voyez ? Et donc, pour le genre, vous, Alexandre Devecchio, si je suis wokiste, je vous dis, Alexandre, je ne sais pas, mais peut-être vous êtes une fille. Et à ce moment-là, il faut que vous réfléchissiez. Et peut-être vous allez voir Sandrine Rousseau, elle vous donnera des conseils. Voilà. Et moi-même, par moment, je me dis, mais peut-être je suis une fille. Peut-être, voilà. Alors, quand on dit à un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, réfléchissez parce que vous êtes peut-être un garçon... Oui, le problème de ces idées-là, hormis qu'on peut les trouver farfelées, c'est que là, on s'adresse effectivement, vous le rappeliez, à des enfants. Ben oui, bien sûr. Et en fait, on est en train de démolir une société par l'enfance. Voilà, c'est comme ça que font les vrais révolutionnaires. Mais là, on va beaucoup plus loin que tout ce qui a été tenté jusqu'à présent. Et c'est la destruction de la famille hétérosexuelle qui existe de tous les temps. Mais Michel de Gégère, dans son livre Les Derniers Jours, il évoque Synésios de Cyrène, personnage incroyable, qui dit quand on abolit le limès ou qu'on le confie au barbaricum, le limès c'est la frontière, quand on cesse de prier les dieux de Rome, et quand on cesse de recommander la pietas, la fides du mos maiorum, c'est-à-dire la civilisation, eh bien l'empire meurt. Merci Philippe Devilliers, vous restez avec nous sur Sud Radio en toute vérité. Après la pause, on parlera notamment de la campagne présidentielle. On rappelle que vous aviez été soutien d'Éric Zemmour. On essaiera de comprendre pourquoi, après l'ascension, la chute. A tout de suite, en toute vérité sur Sud Radio, Philippe Devilliers. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Philippe Devilliers. Nous avons parlé de son livre La valse de l'adieu qui paraît aux éditions Plomb. Nous avons parlé également du wokisme. J'aimerais qu'on revienne, Philippe Devilliers, sur la campagne présidentielle parce que vous avez été soutien d'Éric Zemmour. Ça a été une ascension spectaculaire. On l'a donné à un moment donné au second tour et puis un résultat qui est quand même décevant. Certains iraient même jusqu'à parler de Bérésina, vous qui aimez l'histoire. Comment vous expliquez ce retournement de situation ? 24 février 2022, tout bascule. C'est la guerre en Ukraine. À partir de cet instant, le sujet principal de la campagne n'est plus celui qu'a mis sur l'agora Éric Zemmour, c'est-à-dire le grand remplacement. Le sujet se déplace à la pompe à essence ou au Super U. C'est-à-dire qu'en ça, c'est la question du cabas et du plein d'essence qui devient le sujet central. Donc tous les histrions et les politiciens se déplacent. Ils vont à la pompe à essence pour accueillir les électeurs et ils sont bien reçus d'ailleurs. Voilà. Et Éric Zemmour ne sera jamais Michel-Édouard Leclerc. Voilà. Mais je voudrais dire une chose sur le fond, c'est que dès qu'on prend un peu de recul, et c'est mon rôle à moi, parce que je suis plus dans la vie publique, j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et d'admiration pour Éric Zemmour, il n'est pas rentré dans les urnes, mais il est rentré dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, dans plusieurs années, on dira, et on dit déjà, avec les événements récents, le grand remplacement, on est en train de le vivre. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas un tel a-t-il échoué, un tel a-t-il réussi, un tel a-t-il été plus habile que l'autre. On sait comment on peut tromper les électeurs aujourd'hui. La question c'est, quelle est l'idée qui restera? Si on croit que ce sont les idées qui mènent le monde, et parfois, dans le sens inverse, les idées qui les détruisent, alors l'idée du grand remplacement reste une idée centrale.
Et c'est l'honneur d'Éric Zemmour d'avoir posé ce diagnostic. Mais j'entends beaucoup la petite musique aujourd'hui disant il a eu raison sur tout, et peut-être qu'on peut dire qu'effectivement il a eu raison sur la migration de masse, sur l'insécurité, sur beaucoup de choses, sur la souveraineté aussi, on en reparlera. Mais vous avez dit que la campagne avait basculé au moment de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Est-ce que là, pour le coup, il n'a pas été pris à contre-pied aussi? Et vous dites que la campagne s'est déplacée sur le terrain social, c'est vrai, on en reparlera aussi, mais il y a une partie des Français qui ont légitimement été émus par ce qui venait de se passer, et peut-être qu'Éric Zemmour n'a pas compris cette émotion à ce moment-là, non? Non, alors je pense que personne, honnêtement, personne ne pouvait imaginer, anticiper ce qui s'est passé. Vous voulez que je vous donne un exemple? Emmanuel Macron reçoit Poutine quelques mois avant, l'été, en vacances, en visite privée, au fort de Brégançon. Et qu'est-ce que fait Macron lorsqu'il est élu président de la République? Là, pour le coup, je trouve que le geste a été intelligent de sa part, sur le plan diplomatique. Il reçoit Poutine à Versailles. Bon. Donc, en fait, ceux qui disent aujourd'hui que vous venez de le faire... allez-y, continuez. C'était un peu le sous-entendu de votre remarque. Ceux qui disent il n'a rien vu, il n'a rien compris, etc. J'ai même pas dit ça, mais continuez. Je pense que à l'époque, personne n'avait pensé que Poutine ferait ce qu'il a fait. Voilà. Non, mais justement, je n'ai pas dit ça parce que je pense que beaucoup se sont trompés. Personne, effectivement, n'avait prévu l'invasion de l'Ukraine jusqu'à la dernière minute. Je vous disais, est-ce qu'il n'a pas compris l'émotion que ça avait déclenché? Est-ce que c'était pas le moment, peut-être, de faire une forme de mea culpa ou de retour en arrière, et qui s'est un peu enfermé dans une vision idéologique passée, sans tenir compte de l'événement? Voilà ma question. Alors je réponds à votre question. Non. Éric Zemmour, sur l'affaire de l'Ukraine, son réflexe a été de dire, et c'est un réflexe d'homme d'État en fait, il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer pour les Français? Cette histoire de sanctions, tout de suite, dès qu'on a parlé des sanctions, dès le lendemain de l'invasion, et il a dit, mais c'est une folie. Et moi avec lui. Donc en fait, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, regardez la Turquie, regardez la France. La France, on a suivi l'OTAN. Donc, on a les sanctions et on arme l'Ukraine. Qu'est-ce que fait Erdogan? Il est plus malin, le Turc. Et il a dit, moi j'arme l'Ukraine avec les drones, les fameux drones turcs, mais par contre je participe pas aux sanctions. Parce que quand vous participez aux sanctions, il se passe ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de gaz, et vous êtes obligé de mettre la doudoune et le col roulé. Ça se termine comme ça. C'est vraiment malin. En d'autres termes, si nos politiciens avaient le sens de l'intérêt national, ils feraient passer comme première priorité, avant l'obéissance à l'OTAN, avant l'obéissance à Madame la nerf fouettarde, Madame von der Leyen, il ferait passer l'intérêt supérieur de la France. Et l'intérêt supérieur de la France, c'était de pouvoir éviter la doudoune et le col roulé cet hiver. Philippe de Villiers, vous avez dit tout à l'heure, Éric Zemmour ne sera jamais Michel-Édouard Leclerc. La campagne s'est déplacée sur la question de la pompe à essence, mais est-ce que c'est pas aussi ça qui lui a manqué à Éric Zemmour? Effectivement, il a peut-être pensé exercice de l'État, intérêt national, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'aurait pas dû tenir compte justement de la peur sociale légitime d'une partie des Français, de la fragilité sociale d'une partie des Français, ou de davantage le montrer? Vous avez beaucoup parlé de l'angoisse du grand remplacement, mais à côté de cette angoisse existentielle-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une angoisse tout aussi légitime de dépossession économique, par exemple? Non, je pense Éric Zemmour était un éditorialiste réputé, au-dessus du lot, salué, admiré, choyé. Bon. S'il a décidé de quitter son aventin d'éditorialiste, c'est pour dire aux Français ce que personne ne disait. Attention, vous êtes en train de vous faire remplacer.
remplacement de population, remplacement de civilisation. Il n'est pas descendu dans l'arène, sur le forum, pour parler du grand manquement, le manquement d'essence. Non, c'était pas ça. C'était pas son sujet. Et il est aussi descendu pour être élu, peut-être. Et donc, en fait, il restera dans l'histoire comme l'homme qui a tout vu avant tout le monde, d'ailleurs, y compris la question du féminisme, etc. Voilà. Alors, moi, je refais pas l'histoire. Comme vous pouvez le constater, je ne céderai pas un pouce de terrain sur mon amitié à un homme que j'admire et que j'aime. C'est pas ce que je vous demande, c'est simplement, est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à changer, ne serait-ce que pour l'avenir de ce mouvement? Alors je sais pas, vous allez peut-être nous dire quel rôle vous comptez jouer à l'intérieur, ou si vous avez pris vos distances avec ce mouvement, justement. Quel est votre avenir dans Reconquête? Non, mais attendez, moi j'ai soutenu Éric Zemmour, je l'accompagnais en Arménie, mais il a toujours été clair entre nous que je reviendrai sur mon Aventin ensuite, et donc je suis plus dans la vie politique. Et d'ailleurs, vous m'avez pas entendu pendant la campagne présidentielle, je faisais pas d'émission, etc. Parce que j'étais un conseiller discret. Le conseiller discret n'a pas à prendre la place du candidat. Donc voilà, c'est un épisode de la vie politique. Dans cet épisode, il restera quand même que il y a eu cette idée, cette angoisse, l'idée que peut-être le peuple français est en train de se faire remplacer. Voilà. Et c'est pourquoi je suis là avec vous, à vous dire. Alors vous trouvez que le mot génocide est trop fort, mais depuis Giscard, depuis le regroupement familial, nos politiciens tente une expérience sur ce qu'ils appellent l'Hexagone, dans un espace, une expérience multiculturelle, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ben, les expériences multiculturelles dans l'histoire, c'est toujours mal terminé. Alors, appelons ça comme vous voulez. Il y a un basculement démographique provoqué par des histrions. Ce que dit très bien Boualem Sansal, et il dit ce qui va vous arriver, ben vous allez expirer, voilà, une nation expirante, voilà. Et moi je veux pas que la France disparaisse, parce que je suis passionnément attaché à mon pays, et donc j'ai le devoir d'être lucide. La lucidité, la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. Donc vous n'allez pas continuer à faire de la politique, mais vous faites de la métapolitique en fait, à travers votre travail littéraire notamment. Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Est-ce que comme la France à vous écouter dans une situation de vie ou de mort en quelque sorte, est-ce que ça suffit de faire du combat métapolitique? Est-ce que c'est pas un des torts d'Éric Zemmour d'être trop resté éditorialiste et pas assez candidat, quitte à faire parfois un peu de démagogie quand il en faut? Alors, je vous ai dit, il y a le rempart et la maison. Sur le rempart, je ne peux rien faire puisque je suis plus dans la vie politique active. Bon, et j'ai pas du tout l'intention d'y revenir. C'est aux politiciens à prendre des bonnes décisions. Bon, quand on voit ce qui s'est passé à Grenoble, le gars, il est en situation irrégulière, il tire sur un policier, il a rien à faire en France. Bon, ça c'est le rempart. Bon, si on abat le Limes, comme l'ont fait les Romains, ben on sera envahi, on est déjà envahi. On ne pourra rien faire contre la conquête, parce que la conquête, c'est la conquête de l'immigration et de l'islam. Par contre, sur la maison, on peut tous faire quelque chose. Et moi, je veux y contribuer. La maison, c'est quoi? C'est de dire aux jeunes Français, voilà, on va réinventer un roman national. Ça ne sera plus un roman de puissance. La France n'est plus un pays puissant. Ce sera plus un roman sur la grandeur de la France, parce que c'est quelque chose qui ne dit plus rien aux jeunes qui sont des écorchés vifs aujourd'hui. En revanche, si on passe par la porte du beau et de l'émotion, on peut chercher les affleurements de tendresse enfouis et les mettre à la disposition des jeunes Français avec un roman d'amour. Il ne faut pas leur dire aimer la France parce qu'elle est puissante. Il faut leur dire aimer la France parce qu'elle est belle. Et donc, moi, c'est ma mission à moi, à ma place, c'est de faire partager mon amour passionné de la France à toute cette génération de feu. Parce qu'il y a toute une génération de feu. Notre génération, quand on était jeune, c'était une génération blasée, une génération post-68 art, une génération hédoniste. Bon, sous les pavés la plage, on l'a vu. Bon. Mais maintenant, on a une nouvelle jeunesse, personne ne la voit. Elle a une petite luciole à la main,
vacillante, hésitante, mais c'est la lumière. Eh bien, on continuera de parler de la nouvelle génération après la pause. On parlera également de la crise énergétique, de la victoire de Mélanie en Italie. Avec vous, Philippe de Villiers. À tout de suite, en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec notre invité Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou, soutien aussi d'Éric Zemmour durant la campagne présidentielle. Nous a parlé de son nouveau roman, La valse de l'adieu, un roman historique où l'on croise notamment Napoléon. On parlait avant la pause de la campagne présidentielle, d'Éric Zemmour, des points où il avait raison et des points sur lesquels il avait eu tort. Et un point peut-être où il a eu raison, c'est qu'il a défendu le nucléaire et à travers le nucléaire la souveraineté de la France. Quel est votre regard aujourd'hui sur la politique, sur la crise énergétique et la politique du col roulé, j'allais dire, qui nous est proposée par le gouvernement? Emmanuel Macron aura eu à son actif, c'est inouï dans l'histoire de France, 2 confinements. Le confinement sanitaire, le confinement énergétique. Quel est le point commun? Premier confinement, vous les Français, nous dit-il, vous êtes des pestiférés parce qu'en fait vous ne portez pas les masques, parce qu'en fait vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous êtes mal enfermés. Et donc on va vous enfermer davantage. Bon. Et maintenant on nous dit vous êtes énergivores. Et maintenant vous allez mettre un pull-over supplémentaire, une doudoune, à partir du slogan, que je n'ai pas très bien compris, j'ai essayé de le répéter, j'éteins, je décale, je me recale, je baisse, oui. Je baisse, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Vous savez, dans la rue tout à l'heure, il y a des gens qui, ils ont mal compris. Mais moi, j'avais. Vous pouvez répéter le slogan? Je sais plus exactement. Oui. Ça se termine par je baisse, je décale. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez dit? On a compris l'allusion, Philippe de Villiers. Et pourquoi on rit tous les deux? Parce qu'en fait, c'est infantile. C'est la culpabilisation, infantilisation. Voilà. Mais qui sont ces gens qui ont conseillé ce triptyque fondateur? C'est extraordinaire. Mais moi, je ris aux larmes que je les entends. On est gouverné, la doudoune, enfin, c'est pas... Et quand Bruno Le Maire, qui va peut-être être le chef du FMI, qui dit, on va porter tous un col roulé. Non mais au-delà de ça fait sourire effectivement. C'est le déclin de la vie politique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un symptôme du déclin de la vie politique et en plus plus grave de la perte totale de souveraineté de la France? Oui, parce que en fait, ça cache quoi? Ça cache des erreurs politiques, stratégiques énormes. C'est-à-dire qu'en fait, là, on détruit nos campagnes avec des éoliennes qui servent à rien, puisqu'elle marche 25% du temps, elle défigure tous les paysages. Merci les écolos. Ah ben vous aimez la nature, mais pas les paysages. Alors là, ça doit être un partage en vous qui doit vous tirer à U et à dia dans votre psychologie intime. Bon. Et en même temps, il y a la moitié de nos centrales qui sont en panne et on a arrêté le nucléaire. Si on n'avait pas arrêté le nucléaire, un haut responsable m'a dit récemment, que j'ai connu quand il était avec moi à l'ENA, il m'a dit on serait les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire on serait les rois du monde. Tout le monde viendrait chercher de l'électricité chez nous. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, nos dirigeants? Ils ont fait 2 choses. Premièrement, ils ont pratiqué un système de sanctions pour sanctionner les Français. Très fort, les mecs. Et deuxièmement, ils ont tenté de cacher, de dissimuler aux Français la faillite de leur politique de l'énergie. Très fort, les mecs. Donc, c'est que de la com. Donc, je baisse, je décale, j'éteins, je sais pas quoi. C'est de la poudre aux yeux. Et quand je vois les titres des journaux qui reprennent au premier degré le triptyque fondateur dont on vient de parler et qui vous a fait sourire, que vous n'avez même pas été capable de retenir, ce qui veut dire que même les journalistes sont des mauvais élèves et énergivores. Ça veut dire qu'on est on a basculé dans Ubu-roi. Ubu-roi. Voilà.
Vous nous avez parlé beaucoup de l'angoisse existentielle, du grand remplacement, mais est-ce que si nous sommes justement vulnérables face à ce grand remplacement, c'est peut-être aussi parce que nous avons perdu toute puissance? Vous avez fait un éloge tout à l'heure de la beauté de la France, mais malgré tout, sans être une puissance agressive, est-ce que un État n'a pas tout simplement besoin d'être fort, et est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à la désagrégation de l'État aujourd'hui? Et est-ce que c'est seulement la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ou est-ce que ces 30 ans de vie politique, vous avez été notamment un des acteurs de la campagne contre Maastricht, dont on célébrait le 30e anniversaire il y a quelques jours. Est-ce que finalement, 30 ans après, on a on est à l'heure des conséquences de Maastricht? Deux réponses. La première, en reprenant le fil de votre question, qu'est-ce qu'aura fait Emmanuel Macron? Il abolit le corps préfectoral et il abolit le corps diplomatique, qui soutiennent et portent les deux souverainetés. La souveraineté interne, le corps préfectoral, la souveraineté externe, le corps diplomatique. Donc il démolit l'État. Maintenant, sur le fond, effectivement, parlons un instant du 30e anniversaire de Maastricht. On s'est tous trompés sur Maastricht. Sur Maastricht, il nous disait, on va faire un super État. Et les gens disaient, c'est super, un super État, c'est un État super. Avec une super frontière, avec une super diplomatie, ça va être une super nation, ça va être une grande France. Disaient Giscard, Delors et tous les autres. Et le oui l'a emporté, de justesse. Mais en réalité, on a été trop timide. Parce que on sentait bien, moi je sentais bien, mais je ne l'ai pas dit, maintenant je vais vous le dire, c'est qu'en fait c'était une tentative inouïe, inédite d'anéantissement du politique. Non pas une construction, mais une déconstruction apolitique. Et derrière cette déconstruction apolitique, il y avait certes l'idée d'abolir, de diminuer, de supprimer les nations, mais il n'y avait surtout pas l'idée d'en construire une nouvelle pour les remplacer. Et donc on a une Europe sans corps, sans frontières, on a une Europe sans âme, qui voile les fillettes au nom de l'enseignement moderne, et on a une Europe sans racines, qui ne sait pas d'où elle vient. Et cette Europe est devenue une Europe orpheline et idéologique qui voudrait mater l'autre Europe, l'Europe charnelle, qui demeure avec les Polonais, avec les Hongrois et maintenant les Italiens. Justement, l'Italie, peut-être parlons-en. Mélanie a gagné en abordant certains thèmes, effectivement, qu'Éric Zemmour avait abordés, que ce soit l'immigration, que ce soit la contestation généralement d'une certaine Europe. Est-ce que vous voyez le retour du fascisme, comme on l'a dit, ou tout simplement le retour du politique dans sa victoire? C'est drôle parce que les gens qui parlent de retour des fascistes, je les ai tous repérés. C'est des anciens maoïstes, des anciens trotskistes, des anciens qui allaient sur le tombeau de Lénine, comme faisait d'ailleurs Giscard et Chirac à l'époque. Hein. Bon, donc aucune leçon de leur part. Alors moi, je ne connais pas Giorgia Meloni. Je constate simplement que elle a mis l'accent sur 3 points clés. Il faudrait pas en oublier un des 3. Il y a la question de l'identité que pose le problème de l'immigration, en Italie comme en France. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'Italie? Est-ce que l'Italie a encore une chance de survivre? Deuxième question, la question de la souveraineté. Qui commande? Et est-ce que cette Europe qui nous commande ne va pas contre notre destin? Et troisième question, la marchandisation du monde, avec la mondialisation qui tue là-bas, en Italie comme en France, la classe moyenne. Parce que il faut bien savoir que, en même temps que Maastricht, il y a eu le traité de Marrakech, qui a transformé le GATT en l'organisation commerciale du monde, ce qu'on appelle l'OMC. Et donc, au nom de l'OMC, les patrons étaient ravis. On a fait, les patrons mondialistes étaient ravis, pas les PME françaises qui tiennent à l'association harmonieuse du capital et du travail, mais les grands patrons mondialistes étaient ravis parce qu'à partir de cet instant, tout s'échange. Tout s'échange. Les biens, les marchandises et les âmes. Voilà. Et on aboutit à une situation où tout devient hors sol. On a ce qu'on appelle la fabrique de l'homme de sable. C'est une rupture anthropologique majeure. On déracine
l'entreprise. On dissocie le capital et le travail. Et donc, en fait, en Italie, cette marchandisation du monde, c'est-à-dire le divin marché, on dit, a produit un effet redoutable que Madame Meloni a bien repris à son compte, c'est-à-dire la fin de la classe moyenne. Et donc un appauvrissement général de la société. C'est intéressant, en fait, ce qui se passe en Italie, parce que ça va venir en France. Oui, c'est la dernière question. On a vraiment 1 minute, Philippe de Villiers. Donc, vous croyez à cette révolte des classes moyennes contre la mondialisation en France? Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis plus un homme politique. Les gens me parlent partout dans la rue. Ils viennent me voir. Et qu'est-ce qu'ils me disent? On est de plus en plus pauvres. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Voilà. Et en fait, à un moment donné, eh bien, il va y avoir, pardonnez-moi l'expression, le grand coup de balai. Merci Philippe de Villiers d'avoir été avec nous. En toute vérité, on peut dire que vous avez joué le jeu en nous disant vos 4 vérités aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et puis je vous laisse avec les informations. Merci, bon week-end. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.